Est-ce que vous connaissez cette musique? Django Reinhardt, l'un des plus grands guitaristes de l'histoire. Est-ce que vous saviez qu'il n'avait que 3 doigts de valide de la main gauche? 3 doigts pour créer ce swing? Quel génie! On a souvent dû lui dire que c'était impossible. Combien de fois dans ma vie on m'a dit que ce serait impossible? Je ne suis pas née dans ce fauteuil. J'ai grandi tout près d'ici, à Noir-Étable, au cœur de l'Auvergne, au milieu des montagnes. Et lorsque j'étais petite, je rêvais d'évasion, de voyage. Je n'avais qu'une idée en tête, devenir pilote, comme mes héros de l'Aéropostale, Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry. Certains de ces pilotes ont accompli des exploits extraordinaires et ils ont fini par avoir un accident. Moi, ma vie a commencé par un accident, alors que j'étais jeune élève pilote à l'Aéroclub d'Auvergne. Le 12 mai 1991, j'ai 16 ans. Je monte à l'arrière d'un petit avion du club pour aller à Marseille. La météo n'est pas bonne lorsque soudain, nous entrons dans un nuage compact, dense, qui force le pilote à voler aux instruments. Selon les statistiques, lorsqu'un pilote qui n'est pas entraîné au vol aux instruments entre dans les nuages, il reste 180 secondes avant qu'il ne percute le sol. 180 secondes, puis plus rien. Lorsque je me réveille, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas où je suis. Autour de moi, il y a le silence, le froid, la neige, la douleur, la peur et les longues heures d'attente avant d'être secourue. Je suis la seule rescapée. De ce jour, on me dit que je resterai paraplégique, qu'il me faut réapprendre à vivre dans la peau d'une personne à mobilité réduite, dont comme vous, j'ignore tout. Ce qu'on me dit à ce moment-là, c'est que je ne piloterai plus jamais. À aucun moment pour moi, le handicap ne sera un prétexte pour ne rien faire. Je vous rappelle que j'ai 16 ans. Et moi, j'ai envie de liberté, d'aventure, de passion. Mais j'ai un problème. C'est que tous les avions se pilotent avec les jambes. Les gouvernes sont aux pieds. Mais je ne peux pas croire que pour des raisons techniques, je ne volerai plus jamais. Au bout de 2 ans, j'apprends qu'il existe à Toulouse un avion où les commandes ont été ramenées à la main. Ça s'appelle un malonnier. Alors j'y vais. Et là, je bosse, je fais mes heures, mes nouveaux amis m'encouragent, je sens la fierté de mon entourage. Et en avril 1995, 4 ans après mon accident, j'obtiens mon brevet de pilote. C'est ma première grande victoire. Pour piloter un avion, il faut de la technique, du savoir, il faut de l'humilité, de l'humanité. Il faut pouvoir se reposer sur toute une chaîne de compétences où chacun est responsable de l'autre et des informations qu'il partage. La solidarité, l'entraide sont des valeurs essentielles après une épreuve. Et dans ce milieu, tous mes amis me poussent à me relever. Plus que tout, la difficulté me renforce. Je découvre le plaisir d'atteindre un objectif difficile, de me sentir capable de quelque chose dont je me croyais incapable. Avec mes cours de pilotage débute ma vraie rééducation. Vous êtes comme moi,
vous vous dites que finalement, on est tous égaux dans le ciel. Pourtant, au sol, les marches les plus difficiles à franchir sont les préjugés. J'apprends que le métier de pilote est interdit aux handicapés. Il est impossible de faire des missions aériennes, de l'instruction, du transport de fret. Mais vous le savez tous ici, on est un peu habitué dans le milieu de l'aviation depuis plus d'un siècle à relever des défis impossibles. Si un crash ne m'a pas empêché de voler, ce n'est quand même pas les règles administratives qui vont le faire. Je décide donc de me lancer dans un nouveau défi très ambitieux, celui de faire évoluer la réglementation pour permettre aux personnes handicapées de devenir pilotes professionnels. Alors ça va être long, il va falloir que je m'entoure. D'abord, il y aura Guillaume Ferral, notre expert en commande de vol. Puis Brigitte Révelin-Falcoz, l'une des toutes premières femmes pilotes de ligne en France. Et Mike Smith, un handicapé vétéran du Vietnam que je rejoins aux États-Unis. Dans ces missions, l'objectif est le même pour tous. Ce sont les moyens d'y parvenir qui vont être différents, nécessitant un aménagement, une organisation, un entraînement propre à chacun. C'est un exemple fort qui montre que dans une équipe, chacun peut exister, trouver sa place, déployer ses compétences et ses talents. De retour en France, je participe à mon tour à des missions de surveillance aérienne de feux de forêt dans le Lot-et-Garonne. Nous avons eu l'accord des pompiers, mais ces missions restent bénévoles et surtout illégales vis-à-vis de l'aviation civile. Mais ça va marcher. De ce jour, nous apportons la preuve que tout poste de travail peut être aménagé, que des hommes et des femmes handicapés peuvent assumer à 100% des tâches professionnelles complexes, avec rigueur et fiabilité. Je peux dire aujourd'hui avec le recul que l'audace, ça paye. Je rencontre Dominique Bussereau, secrétaire d'État au transport, qui avec une ouverture d'esprit remarquable entend nos arguments. Il signera en novembre 2003 l'arrêté ministériel qui ouvrira l'accès à la licence de pilote professionnel aux personnes handicapées des membres inférieurs. Depuis, il y en a eu 7 de diplômés, dont mon ami Guillaume. Il ne manque plus que moi. Mais je me dis que c'est impossible, que c'est trop difficile, ça me fait peur. Alors, plutôt que de devenir pilote professionnel, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi. Je ne peux pas m'en empêcher. Je volais déjà avec les mains. Et il y a un an, je me suis dit, pourquoi pas essayer de voler la tête à l'envers, sur le dos. J'ai tout simplement décidé de devenir pilote de voltige. Et quitte à y aller, pourquoi pas tenter le Bourget. Le Bourget qui est juste le plus grand salon aéronautique du monde. Alors bien sûr, ça n'était pas gagné, car au début, je ne connaissais rien à la voltige et j'appréhendais beaucoup. Là, il ne suffit plus de voler, il faut évoluer dans les 3 dimensions. Et rapidement, on est complètement perdu, on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus où on va, on a la tête à l'envers. Et moi, quand je vole sur le dos, j'ai qu'une peur, que mes sangles se détachent et de passer à travers la verrière de l'avion. La voltige est une discipline exigeante et physiquement très éprouvante. Mais avec des objectifs pareils, des objectifs forts, l'impossible n'est qu'une étape. Les premiers obstacles ont été des obstacles techniques. Là, il ne suffisait plus pour voltiger d'avoir des commandes manuelles, il fallait des commandes qui soient souples, réactives. Le malonnier qui équipe mon avion de voltige répond à ce cahier des charges. Il s'agit d'un grand bras de levier qu'on actionne par un mouvement poussé-tiré.
et qui appuie sur les palonniers. Mais malonnier ou pas, la vraie difficulté en voltige, c'est de réussir une figure parfaite. Et il faut beaucoup d'investissement et de travail personnel pour y arriver. Et parfois, la persévérance ne peut pas autant qu'on voudrait. Tout se joue au millimètre dans le placement des commandes pour piloter sa trajectoire et positionner correctement son avion dans l'espace. 70% du travail se fait au sol. Je dois mentaliser mes figures pour acquérir les bons réflexes, répéter l'enchaînement des figures. On appelle ça en aéronautique la musique. C'est la chorégraphie que font les pilotes avant chaque vol. Mais le vrai obstacle était un obstacle physique. Pour résister aux accélérations, se maintenir dans son siège, il faut pouvoir contracter tous ses muscles. Imaginez dans un looping, on prend 4G, on pèse jusqu'à 4 fois le poids de son corps. On est littéralement écrasé sur son siège. Il faut être fort physiquement. Et moi, je n'ai plus de muscles dans les jambes. C'est un manque énorme. Alors, comme tous les pilotes de voltige, peut-être un peu plus que les autres, je vais à la salle de musculation et je pousse. L'autre obstacle est que je suis une femme. Alors je suis d'accord avec vous, ça ne devrait pas être un obstacle, au contraire. Et pourtant, chez une femme, la tension artérielle est plus basse, ce qui augmente le risque d'évanouissement lors des figures un peu punchy. On appelle ça le voile noir. En fait, le cerveau n'est plus alimenté et on risque de s'évanouir. La solution, c'est de porter des bas de contention pour maintenir la pression sanguine dans le haut du corps. C'est un peu l'équivalent de la combinaison anti-G des pilotes de chasse, en beaucoup moins sexy. Le dernier obstacle, comme d'habitude, a été administratif. L'aviation civile a voulu tester, retester ma résistance physique avant de m'accorder une dérogation médicale à l'hôpital Percy, à l'hôpital militaire de Percy. Le plus incroyable, c'est même ce test en vol pour vérifier ma bonne résistance en conditions réelles. Au bout du compte, c'est le plus haut gradé militaire qui a tranché. Il a donné son accord en disant « Si des problèmes se posent, ce sera l'occasion de trouver des solutions ». À seulement 2 mois avant mon objectif, j'obtenais enfin l'autorisation médicale qui me permettait de pouvoir voltiger seule. Alors ça fait beaucoup d'épreuves, mais c'est ce plaisir d'évoluer dans les 3 dimensions qui m'a permis d'atteindre mon objectif. Avec, au bout du compte, le Bourget. Encore 3-4 minutes. Cap 10, bonjour. Demande de mise en route, un parking golf. Oui, Cap 10, pas de problème. Cap 10, autorisé décollage 03, 69. Allez, c'est parti. J'éprouve un tel bien-être, un tel plaisir aux commandes d'un avion, et plus encore avec la voltige. J'ai l'impression de vivre une grande histoire d'amour. 9 mois de préparation pour 3 minutes 30 de bonheur. Ce que je serais devenue si je n'avais pas eu cet accident, je ne peux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que pour donner un sens à cette histoire et aller au bout de mes rêves,
J'avais plus à perdre en perdant ma joie qu'en perdant mes jambes. Ma joie de vivre et cette passion qui ne m'a jamais quittée m'a permis de dépasser l'impossible. Et au Bourget, j'étais Django.